BFM Business, les secrets marketing des marques de légende. À vos marques, David Doba. Bonjour, bienvenue dans À vos marques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la nouvelle campagne Michel et Augustin. Les célèbres troublions du goût ont réussi l'exploit de rencontrer l'emblématique patron de Starbucks, Howard Schultz. Une aventure qu'ils ont fait vivre au quotidien à leurs milliers de fans sur les réseaux sociaux. C'est le dossier de la semaine. Dans le bloc-notes, nous reviendrons sur le festival de Cannes de la pub qui s'est ouvert cette semaine. À quoi sert-il ? Compte à gagner les agences qui s'y rendent, c'est ce que nous essaierons de comprendre. Enfin, la marque de la semaine, vous la connaissez forcément. Elle a vu le jour en 1906. Nous retracerons en troisième partie d'émission la saga Picard. Voilà, vous savez tout, ou presque, et surtout vous connaissez la formule. Alors si vous êtes prêts, à vos marques, c'est parti. Et dans un instant, nous reviendrons également sur le rachat raté d'SFR sur Bouygues, mais côté marketing. Mais auparavant, vous le savez, c'est le journal de la semaine, journal préparé et présenté par Isabelle Gollens. Festival de la pub à Cannes oblige, l'actualité a été particulièrement calme cette semaine. On retiendra tout de même le retour sur grand écran des petits fruits d'Oasis. Mais cette fois-ci, Raymond Tafraise et ses amis Fruitos ne sont plus seuls. À leur côté, les mignons de Moi Moche et Méchant. Le film, réalisé dans le cadre d'un partenariat avec les studios Universal, nous emmène aux États-Unis, à New York Fruity précisément, rebaptisé Les Trognons. Le film, créé notamment par l'agence Marcel, est bourré d'humour, de jeux de mots fruités et de clins d'œil. Un film dans la lignée de l'effet papillon à consommer sans modération. Dans l'actualité également, l'excellent film signé DDB pour l'agence de la biomédecine. L'agence a réussi l'exploit de faire sourire avec un sujet pourtant particulièrement grave. Désireux de sensibiliser les jeunes de 16 à 25 ans au don d'organes, elle a créé The Man Who Died the Most. Visualisé déjà plus d'un demi-million de fois sur Internet, le clip met en scène un certain Robert Kronjager, l'homme qui meurt le plus grand nombre de fois au cinéma. Une multiplicité de scénarios dans lesquels le personnage décède et ressuscite un nombre de fois incalculable. Le message rappelle tout de même que pour tous ceux qui ne meurent qu'une fois, il est utile de dire à ses proches si l'on est pour ou contre le don d'organes. Enfin, imaginez quelqu'un qui lit vos mails par-dessus votre épaule, qui écoute vos conversations et qui fouille dans votre téléphone, bref, qui est derrière vous toute la journée, quoi que vous fassiez. C'est le concept du nouveau spot des Gaulois pour le réseau social Newmanity. La marque lance une boîte mail garantissant un respect total de la vie privée. L'objectif, rappeler que si on ne tolère pas une telle situation dans la vraie vie, pourquoi doit-on l'accepter sur Internet ? Et voilà, le journal de la création publicitaire, c'est donc chaque semaine sur BFM Business dans À vos marques. BFM Business, à vos marques, le bloc-notes. Et ils sont trois autour de cette table pour décrypter les autres infos de la semaine, en commençant par le À vos marques canal historique. Bonjour Franck Tapiro. Bonjour David. Le président de l'agence Hémisphère Droit. Bonjour les historiques. Autre historique d'À vos marques, Valérie Potin, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef des marques à la loupe. Et puis notre invité de la semaine, c'est Laurent Elias, bonjour. Bonjour. Merci bonjour d'être avec nous, Laurent. De revenir d'ailleurs, nous rendre une petite visite, le cofondateur de l'agence Josiane. Bien messieurs, nous allons donc nous intéresser aux autres infos de la semaine, celles qui n'ont pas été décrites et analysées par Isabelle Gollens, en commençant par ce fameux festival de Cannes de la pub. Franck, je connais votre amour pour ce festival, je vous donne la parole dans un instant. Auparavant, Laurent Elias, concrètement, à quoi sert ce festival ? Cannes Lions, comme on dit dans le milieu, ça sert à montrer le meilleur de la publicité en France et dans le monde surtout, et c'est ça qui est intéressant, je pense, de mon point de vue, c'est qu'il y a 11 000 ou même je crois que c'est 13 500 personnes qui viennent, donc annonceurs et publicitaires qui viennent à Cannes chaque année. Alors, il y a ce côté autocongratulation et ce côté, voilà, la publicité qui se regarde le nombril. Les Parisiens, ils sont à Cannes ? De plus en plus, il y a eu un creux là, ces dernières années. Là, il y a des choses qui bougent pas mal, ce qui fait que les Parisiens redescendent à Cannes. C'est aussi sur ce postulat-là, le fait que les Parisiens descendaient assez peu à Cannes, sur lequel on a créé les Chatons d'Or il y a 4 ans. Mais oui, il y a certains excès. Il y a trop de prix, il y a trop de catégories, il y a un côté trop mercantile, voilà, c'est du business, mais c'est quand même aussi une porte ouverte vers la créativité. Au niveau des campagnes, on rencontre des gens, il y a du networking, enfin, il y a un intérêt quand même, c'est pas juste des paillettes. Je vais faire mon jeu publicitaire, même si... il y a quelques années, c'était encore vraiment un grand festival, au sens où c'était le monde entier de la pub et de la créativité qui se rencontraient là-bas, mais
pour échanger, pour rigoler, il faut le dire aussi, c'était un grand moment de fête, pour être exposé à tout ce qui se faisait dans le monde entier, donc d'un point de vue culture personnelle, culture professionnelle, c'était vraiment formidable. Après, c'est pas comme le marché, par exemple, du cinéma, où c'est avant tout un lieu de rencontre, où les gars arrivent avec des scripts, des productions, il y a vraiment du business qui se fait. Là, c'est le business qui s'auto-congratule, c'est un peu le festival des égos, tout ce qu'on veut. Et il y a quelque chose qui est apparu il y a une dizaine d'années, moi, qui m'a fait vraiment bondir, c'est que c'était surtout le festival des campagnes fantômes, ce qu'on appelle les ghosts. Les ghosts. Non seulement des campagnes qui n'existent pas, c'est des campagnes qui ont été faites par des productions ou des agences, sans clients, sans annonceurs, et les annonceurs ne sont même pas au courant que cette pub a été diffusée, et en général, c'est dans des pays paumés ou des pays lointains que je ne nommerai pas ici pour ne pas les invectiver. Donc ça fait que tout ça est devenu un peu bidon. Avec la multiplication des prix, et pour moi, au contraire, la valeur, c'est la rareté. Je crois qu'en 2 jours, la France avait déjà récolté 50 mercredi, prix. plus de 50 prix. Non, mais pourquoi pas 200 aussi, c'est formidable. Mais et avant, quand on gagnait un prix dans une carrière, je veux dire, j'allais gagner, mon premier c'était en 93, mais ça vous marque une vie de créatif. Aujourd'hui, quand vous venez avec 7 clients pour la même idée, je trouve ça un peu totalement... En fait, ça décrédibilise complètement, pour moi, l'ensemble, non seulement des prix, et donc du festival. Mais en revanche, d'un point de vue commercial, pour les organisateurs, c'est fabuleux. Et pour la ville de Cannes, c'est exceptionnel. Valérie ? Oui, effectivement, c'est vrai qu'il faut comprendre qu'à la base, un festival, et ça l'est resté, c'est un lieu de rencontre entre professionnels. Et là-dessus, c'est du networking. Voilà, c'est du networking, fabuleux. mais aussi, on y a accès. Il y a des conférenciers et des speakers qui sont très intéressants. Il faut quand même garder ça. Hein. Bien sûr. Et c'est pour le journaliste que je suis, je pense aussi pour les agences, l'occasion de se replonger dans un univers, dans un bain de créativité au niveau mondial. Alors, c'est vrai que dedans, il y a du bon, du moins bon, au sens, il y a du ghost. Voilà. Donc, du coup... On peut discuter là-dessus, on peut critiquer. Ça reste malgré tout une occasion assez rare de pouvoir se retrouver au milieu de tout ça. Là-dessus, c'est très bien. Maintenant, oui, il y a beaucoup de prix. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne sait plus s'il faut se féliciter finalement aujourd'hui d'avoir 50 prix parce que, bon, alors il y a les golds, il y a les bronzes, il y a tout ce qu'on veut. Mais ceux qui n'y vont pas se coupent de quelque chose, Laurent Lias ? Non, parce que c'est vrai qu'on peut vivre sans Cannes et pas tout le monde Yes, we descend à can. Cannes. Yes, we can. Non, l'intérêt de Cannes, vraiment, je pense, c'est au-delà de montrer aux agences ce qu'on peut faire, c'est surtout de démontrer aux annonceurs qu'on peut faire de la publicité intelligente, créative. Encore une fois, hein, quand un annonceur veut communiquer, il a 3 options devant lui. Soit il veut faire rentrer dans le consommateur un message à coup de GRP, très bien. Soit on essaie d'être plus intelligent, on essaie d'être plus smart, d'avoir un vrai territoire, de créer un vrai code qui lui est propre, que le concurrent ne peut pas avoir, etc. Et Cannes, au-delà de l'idée créative, va aussi juger de la stratégie et de tout ce qui va autour des prises de parole d'un annonceur. Et pas que publicitaire. C'est-à-dire que la publicité influence le business, influence la façon avec laquelle on va apporter un service, le SAV, la façon avec laquelle on va parler, on va modifier la chaîne de production, etc. Franck, avant de changer de Je sujet. suis complètement d'accord, c'est que la mutation extraordinaire de nos métiers montre qu'aujourd'hui, le public qui devrait être majoritaire à Cannes, c'est évidemment les annonceurs. Ouais. Les créatifs sont là-bas, c'est normal, c'est leur festival. boulot. Ouais. Mais oui, mais on ne vend pas la pub aux créatifs, on la vend à des annonceurs. Sans annonceurs, il n'y a pas de publicité. Ce sont les annonceurs qui ont inventé la pub. Donc, ceux qui doivent aller là-bas, bon, les créatifs, c'est bien, ils s'autocongratulent, et ça, on ne le changera jamais. Et je l'ai fait aussi, donc c'est vraiment terrible de cracher dans la soupe. Mais il faut absolument se battre tous pour faire venir la majorité ou la quasi-intégralité des annonceurs. Ouais. C'est un illogisme total et paradoxal que les annonceurs ne soient pas en masse à Cannes pour voir ce qu'ils doivent utiliser comme technique pour communiquer au mieux pour leur marque. Allez, 3 minutes pour aborder un autre sujet. C'était le sujet de ce début de semaine, évidemment, le rachat raté pour le coup d'SFR Numérique Câble sur Bouygues Télécom. Bouygues qui mardi soir a dit non, on ne veut pas, tout n'est pas à acheter, disait mercredi matin même Martin Bouygues. Est-ce que, alors bon, on va pas revenir sur cette affaire-là précisément, hein, mais globalement dans ce genre de cas avec un rachat raté ou non raté d'ailleurs, est-ce que là il y a une marque qui sort, Valérie, qui sort vainqueur par rapport à l'autre? Est-ce que l'une peut être écornée par rapport à l'autre? Alors, moi, je ne verrais pas le problème comme ça, je le verrais dans l'autre sens. Je pense qu'il y en a plutôt une qui s'est vraiment valorisée par rapport à l'autre. SFR a pas Celle qui refuse de se faire racheter et au final valorisée. Oui, clairement. SFR n'a pas souffert dans l'histoire. Ils ont fait une proposition, bon, ça n'a pas abouti. En revanche, là, en l'espace de quelques jours, Bouygues Télécom s'est retrouvé sur le devant. On en a parlé, on l'a décrypté dans tous les sens. J'entendais en milieu de semaine ou en début de semaine, je crois que c'est un habitué de BFM Business, Marc Fiorentino, qui expliquait que Bouygues Télécom, du coup, avec cette offre à 10
10 milliards, avait une valeur du coup qui était pratiquement équivalente à celle du groupe Bouygues juste avant, ce qui est quand même juste incroyable. Donc ça met, là, pour le coup, Bouygues sous les projecteurs avec ce côté. Bouygues Télécom est une marque fantastique qui coûte extrêmement cher, qui a une valeur énorme. Est-ce que du côté du consommateur, on se dit, si on est chez Bouygues, ah bah finalement, moi je suis une marque sérieuse qui a l'air insolite, et ça peut rassurer dans un univers ultra concurrentiel. Ça rassure parce qu'aujourd'hui, les télécoms, il suffit d'ouvrir n'importe quel magazine, n'importe quel journal, et puis d'ailleurs, la preuve, on en parle ici, tous les jours. Ça change, ça évolue, et aujourd'hui, ce n'est plus qu'une discussion B2B, comme on dit business to business, ça concerne le consommateur, parce qu'il commence à craindre que, aujourd'hui, il a un abonnement Bouygues, demain, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être Free? Est-ce que ça va être T-Mobile on ne comprend plus rien. Donc le fait de voir cette marque résister, d'abord, on est sur un ADN très français, on résiste, 10 milliards, pouf, on balaye ça d'un revers de main, et surtout, on ne dit pas comment que 10 milliards. On en fait une affaire de principe, ce n'est pas une affaire de sous. Donc quelque part, ça donne une bonne image de Bouygues, ça montre qu'il résiste, ça montre que ça lui donne une cape, on va dire une valeur cap de 10 milliards minimum, donc ça veut dire que le prochain est obligé de monter, donc si demain il veut faire une surenchère à 12 milliards, il pourra dire merci Patrick Drahi qui a valorisé Bouygues en un appel. Laurent Léas, si la vente avait réussi, alors prenons un cas tout à fait hypothétique, comment on décide comme ça quelle marque va être gardée? Est-ce qu'il faut garder toutes les marques? Est-ce qu'il faut en éteindre une au profit de l'autre? Comment ça se passe concrètement? C'est assez complexe parce que là, on a quand même deux gros mastodontes, donc deux marques qui ont mis des années à émerger et à se faire connaître, donc ça a coûté énormément d'argent. Donc tuer une marque pour une autre, c'est dans le bilan, c'est perdre de l'argent. La marque a une valeur immatérielle. Donc c'est pas aussi simple que ça. C'est pas une marque qui va englober l'autre. Ou alors soit on a une vraie fusion, ce qui arrive rarement sur ces mastodontes, soit on a les deux marques qui continuent à vivre indépendamment l'une de l'autre et finalement il n'y a qu'une relation capitalistique, soit on a un système de marque mère, marque fille, et la marque mère tire vers le haut la marque fille. Merci beaucoup, messieurs, pour vos explications et pour ce bloc-notes. Vous restez avec nous, évidemment, sur BFM Business. Dans un instant, on s'intéresse aux nouvelles aventures de Michel et Augustin. À quoi? À ça. On a une nouvelle incroyable à vous annoncer. Hier soir, le téléphone d'Antoine, qui est notre export manager, sonne. Comme on n'a pas la scène, je vous la refais. Allô? Vous êtes l'assistante monde du PDG monde de chez Starbucks. C'est la nouvelle de l'année! Starbucks, États-Unis, Seattle. C'est absolument dingue! Vous souhaiteriez recevoir nos recettes pour votre comité de direction lundi matin? Oui, on est vendredi, il est 20h30. Yeah, no problem. On va vous envoyer un colis. Bonne journée. Voilà, vous doutez bien que les recettes, on va pas les envoyer par FedEx ou La Poste ou par Mouette. On va les lui apporter en main propre. En main propre! Et c'est donc ce qu'a fait Charlotte qui travaille pour Michel et Augustin. On en parle dans un instant de cette aventure à suivre sur BFM Business donc. It's time for a change. A new plan needs a new boss. It's time for something more surprising, more British, more Jaguar. We've already created a beast. Now it's time for a new animal. The same potent DNA, but even more ruthlessly efficient. Unleash the cats. Go forth and rule the roads. Nouvelle Jaguar XE, à partir de 37 000 €. Découvrez en agence les avantages fidélité du Crédit Agricole. Une raison de plus de faire confiance à votre banque coopérative. Lynxea vous offre ces quelques secondes de plénitude. Lynxea, un regard différent sur le monde et sur vos placements. Retrouvez Lynxea, le spécialiste de l'assurance vie en ligne, sur lynxea.com. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France. Retrouvez BFM Business en FM. À Annecy, 96.4. À Metz, 104.0. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. À Nancy, 104.1. À Menton, 107.3. À Angers, 107.2. À Paris, sur 96.4. Au bureau ou en voiture, toute l'écho sur BFM Business Radio.
BFM Business. Les secrets marketing des marques de légende. À vos marques, David Tobin. Allez, suite à vos marques sur BFM Business, toujours en compagnie de Franck Tapiro, toujours en compagnie de Valérie Potin, toujours en compagnie de Laurent Alias, le cofondateur de l'agence Josiane, et notre invité de cette deuxième partie s'appelle Sixtine Davout. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la grande chef, paraît-il que c'est comme ça qu'on doit le dire, la grande chef de la com chez Michel et Augustin. Et nous avons voulu vous avoir parce que depuis maintenant, alors on connaît bien Michel et Augustin sur BFM Business. Je suis persuadé que derrière leur télé ou derrière leur radio, certains vont encore se dire encore on parle de Michel et Augustin sur le BFM Business. Oui, mais là on en parle parce qu'en l'occurrence il se passe un vrai truc en com depuis maintenant 10 jours. Vous nous avez fait vivre quotidiennement sur les réseaux sociaux notamment cette grande aventure à la rencontre d'Howard Schultz, un café avec Howard. Je crois que c'était ça Allez Howard, Allez un Howard, café. pardon, j'avais tout dans le désordre. Allez Howard, un café, le fameux hashtag. L'idée c'est quoi? On l'a vu avec Charlotte il y a quelques instants, c'est que Starbucks USA voulait quelques-uns de vos produits pour leur grande réunion du lundi matin. Et vous êtes allé sur place en vous disant on veut faire plus que ça, on veut prendre un café et lui donner en gros les produits en main propre. C'est ça? L'idée elle vient de là? L'idée, elle vient, c'est assez simple. On a notre grand chef de la bananeraie, Antoine, qui reçoit un coup de téléphone jeudi soir du numéro 2 de Starbucks, qui avait découvert nos recettes dans Manhattan, parce qu'on a ouvert une bananerie à New York depuis janvier dernier. Et il nous appelle en catastrophe en disant il faut faire partir de toute urgence un colis à Seattle pour le patron monde de Starbucks Monde. Donc là, vous y allez. Mais vous dites, donc là, au-delà d'y aller... On s'apprête à envoyer un colis et on se rend compte que le coût est phénoménal. Que le coût de l'envoi est phénoménal. On se dit, c'est hallucinant. Envoyons des trublions directement, les déposer en main propre. D'où est venue l'idée d'en faire un feuilleton et comme ça de le diffuser quotidiennement sur Twitter, sur Facebook? En fait, ça fait assez longtemps qu'on se dit on a un engagement derrière nos réseaux sociaux qui est hors norme, aujourd'hui qui est 10 fois plus important que les autres marques du retail, parce que les gens s'identifient à notre aventure, parce qu'on a la capacité ou la force de raconter notre histoire en temps réel, que ce soit nos échecs, nos questionnements, nos envies, nos interrogations. Et du coup, on a une communauté qui est très très engagée derrière nous. Et on s'était dit, est-ce qu'on ne créerait pas une petite série qui permettrait aux gens de connaître les entreprises, l'entreprise, pas comme ils ont l'habitude de la connaître, mais à travers des vraies histoires, des vrais défis. Alors, donc, pardon, je vais faire court, parce qu'on a mis assez peu de temps. Donc, au final, Charlotte part là-bas avec une personne Hassan, qui travaille, voilà, Hassan qui est notre monteur-cadreur, journaliste reporter d'image à la bananeraie. Et donc, quotidiennement, on a droit au petit épisode. Voilà, on est dans Manhattan. Voilà, on va au siège de Starbucks. Voilà, on nous reçoit pas. Voilà, on sort, on est très déçus. Finalement, coup de téléphone, hop, on y retourne et on rencontre Howard Schultz. Quand on regarde ça comme ça, on se dit c'est marrant, c'est frais, c'est tout ça. Au final, on ne peut pas quand même s'empêcher de dire que tout a été écrit et préparé. Alors vous allez me dire non, j'en étais certain. C'est vraiment de l'instantané, du spontané. Nous-mêmes, on a découvert les épisodes de Charlotte et Hassan en temps réel, comme tous nos consommateurs. On ne les a pas du tout validés en amont. On a vécu l'histoire H24 de vendredi 3h du matin où on a lancé le hashtag jusqu'à mardi, heure de la conférence où Howard Schultz annonce en direct live le référencement de nos recettes à New York City, UK et France. Et on a vécu ça en même temps qu'elle. Donc c'était quelque chose de fou. Et honnêtement, je vous le promets, rien n'était préparé. On l'a vécu en temps réel. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'aventure, petit extrait. D'un monsieur qu'on a croisé par hasard en sortant quand on était très triste. Ce monsieur m'a demandé de lui expliquer notre démarche et il a pris mon numéro de téléphone et je ne pensais pas qu'il me rappellerait, mais il nous a dit rendez-vous au 8e étage du siège de Starbucks pour rencontrer Howard Schultz. Les SMS d'Augustin, tu déconnes, je ne déconne pas. On est parti, on a pensé que c'était fini, qu'on nous rappellerait pas, que c'était mort. Pour autant, on aurait gardé l'énergie, attention. Alors là, nous vivons peut-être le plus gros canular du siècle ou la plus grande expérience de relations humaines du monde. Voilà, donc finalement, c'était visiblement la plus grande expérience de relations humaines du monde. Laurent Alias, ces marques qui communiquent un peu différemment, parce qu'au final, c'est ça, hein, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte un supplément d'âme? Là, je crois que tout est dit dans sa dernière phrase, une relation humaine. Et en fait, ce que Michel et Augustin a réussi à faire depuis des années, c'est vraiment créer une relation humaine
en humanisant leur marque, en se mettant eux-mêmes en scène. Alors, c'est même plus Michel Augustin, c'est les collaborateurs, et en créant vraiment une expérience de marque. Alors, on parle de plus en plus sur les réseaux sociaux de real-time marketing. Donc, on voit toutes ces marques qui rebondissent sur l'actualité et finalement quasiment gratuitement. Oui, pas toujours avec beaucoup de bonheur d'ailleurs. Exactement. Et là, c'est pas l'actualité, c'est leur actualité, c'est l'expérience. Donc, on est quasiment du real-time storytelling. Voilà, Franck, Michel Augustin reste encore un cas à part dans ce genre de communication. C'est dans l'ADN de la marque, c'est Michel, Augustin, Charlotte, Sixtine et les autres. C'est l'extraordinaire, c'est que c'est complètement en ligne directe de ce qu'ils font depuis le premier jour, depuis qu'on les connaît. Et ce qui est extraordinaire, il y a très peu de marques qui ont d'abord le courage, qui ont l'état d'esprit de se mettre en scène, de se mettre en avant dans une totale transparence. Ça correspond exactement à ce que veulent les gens aujourd'hui. C'est qu'une marque dise ce qui marche pas, les doutes, les hésitations. Et ils sont en ligne directe avec leur public. C'est même plus leurs consommateurs, c'est avec leur public. Les publics ne sont pas que des consommateurs, et je suis sûr, comme moi, qui consomme une fois de temps en temps des Michel Augustin, je suis un promoteur de Michel Augustin sans en être forcément un consommateur quotidien. C'est une nouvelle forme de relation d'ailleurs avec le public de grandes marques, dont de grandes marques devraient s'inspirer, parce que c'est ça qui marche aujourd'hui. Valérie, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même qu'il y a peut-être des agences derrière tout ça qui donnent quelques conseils précieux. Alors oui, effectivement, on peut le penser, mais c'est vrai que dans le cas de Michel Augustin, on peut aussi, parce qu'on les connaît, parce qu'on les a vus faire depuis le début, on peut se dire que non, ça peut très bien émaner de chez eux. Mais c'est vrai que d'une manière générale, les mots moi, qui sont sortis, il y a eu l'expérience, il y a eu la remise en main propre, c'est vrai que c'est la notion de contact physique. Et ça, c'est sûr que c'est la recette, pour le coup, de la réussite à chaque fois. Sixtine Davou, il y a des agences qui vous aident quand même, mine de rien? Non, on n'a pas d'agence, on a internalisé tout le savoir-faire. Il n'y a pas de conseils qui viennent de quelque part? Non, aucun. On travaille tout seul, on a des vrais talents en interne, des gens avec des compétences et qui ont cet esprit trublion qui fait aussi que ça marche. Mais dès le début, en fait, Michel et Augustin ont su raconter leur histoire. Ils ont aussi un passé ils viennent pas de n'importe où, ils savent raconter une histoire. Alors c'est pas un gros mot de dire ça, raconter une histoire, c'est juste embellir la vérité et créer cette relation. Donc ouais, le fait qu'il y ait une agence ou pas, finalement on s'en moque. Ce qui compte, c'est qu'ils disent un truc qui est vrai et qui est juste et qui touche au cœur. En tant qu'agence voilà, qui essaie tout le temps de créer des choses un peu différentes, quand on voit ça, ça nous inspire. J'aimerais bien être inspiré tous les jours par des annonceurs qui font mieux que nous. Donc quand on parlait je lui dis bravo, mais c'est vraiment sincère. Quand on parlait tout à l'heure d'expérience humaine, justement, c'est ça. Je pense que la grande force de Michel Augustin, c'est que quand les gens arrivent chez Michel Augustin pour travailler, ils n'ont pas seulement un boulot, ils adhèrent à une cause, à une culture d'entreprise, à un projet. Et du coup, ça rend l'ensemble, ça crée des synergies, je pense. Deux questions, donc des réponses courtes parce qu'il nous reste à peine une minute. On parle beaucoup de Michel et Augustin depuis tout à l'heure. J'ai quand même l'impression, moi, en tant qu'observateur extérieur, qu'on les voit de moins en moins, mais qu'on voit de plus en plus la bananerie, les troublions. C'est exact, ils s'effacent un peu aujourd'hui par rapport à la Non, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, c'est Michel Augustin la tribu. On est 90 trublions, tous acteurs du projet. Et l'enjeu, c'est que chacun, effectivement, on soit porte-parole de nos différents sujets. Une DRH dans le métro, comme on en avait Exactement, parlé, à faire. montré pour faire une petite... pour rechercher du monde. Dernière question, la suite de l'aventure, là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, on va vraiment suivre le référencement chez Starbucks. C'était le lancement lundi à New York. On fait un événement ce soir à Boulevard des Capucines. Et à partir de vendredi, référencement à Paris. Donc ça, c'est les enjeux immédiats. Et puis à long terme, on a un gros enjeu quand même de réussir notre lancement aux États-Unis. J'ai lu sur les réseaux sociaux, en espérant évidemment que... On prendrait en laisser. Que ce ne soit pas du mentir vrai comme dans la publicité. Une information incroyable. Ce serait la femme de M. Schulz qui aurait fait retourner la décision qui était a priori négative en votre faveur. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a deux acteurs majeurs. La femme de M. Schulz a repéré Charlotte sur les réseaux sociaux. Ouais. Ah ben voilà. Elle lui a mis la puce à l'oreille. Et le deuxième, c'est Mesh, le numéro 2, qui est venu rechercher Charlotte et Hassan alors qu'ils étaient en train de partir. Repêchés, ils ont été repêchés. Merci beaucoup, Sixtine Davou, d'avoir été avec nous, donc la grande prêtresse de la communication chez Michel Augustin. Grand chef. Merci également à Laurent Alias, le cofondateur donc, de l'agence Josiane. Merci Franck Tapiro, président de l'agence Hémisphère Droit. Valérie, évidemment, vous restez avec nous pour le Focus. Merci. BFM Business, à vos marques, le Focus. Et dans quelques instants, nous allons nous intéresser à une marque rafraîchissante. Oui, le jeu de mots était facile, j'étais un peu obligé de le faire. Nous allons retracer avec son PDG la saga Picard. C'est à suivre. À tout de suite.